Qui n'a jamais rêvé de faire le tour du monde? Depuis la première circumnavigation de Magellan entre 1519 et 1522, ce rêve de voyage est peu accessible au commun des mortels. Il est réservé aux marins et à quelques expéditions scientifiques, comme celle de Cook et Bougainville au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, les progrès constants de la navigation ouvrent de nouveaux horizons, à tel point que Jules Verne, un de nos célèbres écrivains français, imagine qu'un homme relève le pari d'un tour du monde en 80 jours. Le roman acquiert d'emblée une renommée internationale et, chose moins connue, devient à son tour un défi pour les esprits aventureux. C'est à la croisée des rêves littéraires et d'un monde en pleine transformation industrielle qu'intervient une jeune femme audacieuse, Nelly Bly. Dans mon livre d'histoire, je vous propose aujourd'hui d'embarquer dans un tour du monde à toute vapeur sur les pas de Nelly Bly. Le journal de New York World, le 15 novembre 1889, relate le départ de notre aventurière. Nelly Bly est partie. Elle entraîne les lecteurs du World dans sa grande course contre la montre. Battra-t-elle le record de Phileas Fogg, l'intrépide globe-trotteuse du World, a embarqué hier à 9h40, avec, pour unique bagage, une seule robe. Phileas Fogg n'est autre que le héros de Jules Verne, dont le roman sort en 1872. 16 ans plus tard, la jeune journaliste tente de convaincre son employeur du projet fou, battre Phileas Fogg. Mais il est d'abord écarté car le propriétaire l'estime impossible à réaliser pour une femme. Finalement, le New York World, dirigé par le grand journaliste Joseph Pulitzer, comprend la formidable opportunité médiatique offerte par Nelly Bly. Le tour du monde de la jeune femme a tout pour susciter la curiosité, le débat et l'admiration. Car le projet concentre en soi de nombreux affrontements. Celui d'une femme, tout d'abord, face à la condition féminine du XIXe siècle, celui de la réalité face à la fiction, celui de New York, ville qui affirme sa nouvelle position face au monde, celui enfin d'un journal face à une concurrence acharnée dans cette nouvelle ère de la presse de masse. Quelques éléments pour bien comprendre le destin de Nelly Bly. Elizabeth Jane Cochrane est née en 1864. Ce n'est qu'en 1887 qu'elle rejoint le journal de Joseph Pulitzer. En 1888, elle infiltre un asile de fous et rédigera un livre à ce sujet qui la font déjà connaître. En 1889-90, c'est son tour du monde. Quelques années plus tard, elle épouse un milliardaire. Quand celui-ci va mourir, elle devient chef d'entreprise et inventrice. Finalement, elle reviendra à ses amours de journalisme durant la Première Guerre mondiale, en couvrant la guerre. En 1922, elle meurt d'une pneumonie à 57 ans. Maintenant que le cadre est posé, suivons Nelly Bly dans son périple autour du monde. Ce tableau de jeu de loi a été produit pour célébrer le tour du monde de Nelly Bly. C'est une sorte de produit dérivé qui relate les différentes étapes du parcours. Qui observe-t-on? Tout d'abord, aux angles supérieurs, les acteurs principaux. Nelly Bly et son petit sac de voyage, et Jules Verne. À noter que les deux personnages se rencontrent brièvement à Amiens, au 9e jour, au domicile de l'écrivain. Jules Verne est charmé par la jeunesse et l'intrépidité de la jeune femme. Aux angles inférieurs, les moyens de locomotion qui rendent possible une telle expédition. Le train à vapeur et les navires à voile et à vapeur dont on aperçoit ici les cheminées. Au centre, les trompettes de la renommée soufflent sur New York, où arrive au terme de 72 jours et quelques heures, le train de Nelly Bly. L'aventure réelle est moins exotique que celle de Phileas Fogg. Pas de vol en ballon, de transport à dos d'éléphant ou à char à voile. Le succès de Nelly Bly est le triomphe de la vapeur conquérante et de l'optimisation de réseaux de transport à l'échelle mondiale. Déroulons maintenant quelques étapes du voyage. Au départ de New York, l'Atlantique est franchi en une semaine. Au 9e jour, venant d'Angleterre, Nelly fait un croche à Amiens, en France, pour rencontrer Jules Verne. Dès le soir, elle reprend le train à Calais pour rejoindre Brindisi, d'où elle prend un nouveau navire. Au 13e jour, c'est la traversée du canal de Suez. Au 30e jour, elle franchit le détroit de Malacca après avoir contourné l'Inde. Au 40e jour, elle atteint la ville chinoise de Hong Kong. Au 49e jour, la ville japonaise de Yokohama avant la traversée du Pacifique. La Californie, le Golden State, est atteint au 68e jour. Ne reste plus que la traversée ferroviaire des États-Unis pour rejoindre New York sur la côte Est. Voyons désormais le même itinéraire, mais sur une carte.
L'essentiel du voyage est opéré en paquebot à vapeur. Le vrai challenge de Nelly Bly est avant tout la synchronisation des différents trajets, car toutes les lignes commerciales existent déjà sans qu'elles soient coordonnées. Il suffit donc d'un retard dans la traversée pour manquer le prochain navire et donc perdre plusieurs jours. Nelly Bly n'emprunte le transport ferroviaire qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Le voyage de Nelly Bly dessine la première autoroute de la mondialisation au XIXe siècle, qui est toujours celle des flux majeurs de voyageurs et de marchandises à l'heure actuelle. Pour bien comprendre les changements importants qui ont rendu possible l'exploit de Nelly Bly, nous allons analyser successivement 3 lieux qui peuvent les résumer. New York, le canal de Suez et Hong Kong. Voici une vue en couleur de New York en 1890. Elle est centrée sur l'île de Manhattan. Cette vue montre l'activité débordante de New York sur ses fleuves et dans la baie. Non visible ici sur l'image, la Statue de Liberté est déjà présente au milieu de la baie. Analysons maintenant les différents espaces visibles sur cette image. Tout à gauche, à l'est, la ville de Hoboken, dans l'État de New Jersey, est directement reliée au développement de New York. C'est ici que siège notre journal, le New York World, et c'est de là que part Nelly Bly. Voici la description qu'en fit le journal le jour de son départ. Après un bon petit déjeuner et de tendres adieux à sa mère, Nelly Bly était bien décidée à arriver à l'aube sur le steamer. Empoignant son minuscule sac de voyage tout neuf, elle a grimpé à bord du tramway, direction l'embarcadère du ferry, situé en bas de Christopher Street. Une vraie prise de risque de traverser le fleuve par ce chemin incertain. Nelly a attendu sur le ferry qu'un magnifique paquebot de la White Star Line libère la sortie du port de New York avant de trouver, immobilisé au milieu de l'Hudson, pour laisser passer les péniches qui transportaient du charbon dans un bruit assourdissant depuis le port d'Hoboken jusqu'au quai de Lackawanna. Une fois la voie libre, le ferry l'a enfin débarqué dans l'immense espace réservé à la compagnie américano-hambourgeoise. Alors je vais réapparaître pour vous montrer les lieux. La rivière Hudson est devenue stratégique pour New York car elle relie la ville à un vaste arrière-pays, c'est-à-dire tout l'État de New York et à la région des Grands Lacs via le canal de l'Erie qui a été percé en 1825. L'Hudson River sépare le New Jersey de l'État de New York. La rive de New York est occupée par un grand port où accostent notamment les paquebots transatlantiques. Les quais de Lackawanna sont situés ici. Notez toute l'activité sur le fleuve décrite par Nelly Bly, l'encombrement dû aux péniches, au passage des paquebots et aussi des navires, des péniches qui chargent le charbon notamment. Autre élément visible ici sur ce plan de New York, c'est la partie sud de Manhattan, Battery Park et Fort Clinton. Alors, The Battery protégeait naturellement la ville en son début, tandis que Fort Clinton, que vous avez ici, est le centre d'arrivée de tous les immigrants de 1855 à 1892 jusqu'à l'ouverture de Ellis Island, qui est dans la baie non visible à côté de la Statue de Liberté. Des millions d'émigrants européens venus s'installer aux États-Unis sont passés ici par le Fort Clinton. On aperçoit également donc, toute la zone de Downtown Manhattan, qui est le cœur historique de la ville, donc protégé initialement par Battery Park et ses canons. En 1890, il n'y a pas encore de gratte-ciel, mais les premiers immeubles de 10 étages seront bientôt construits. L'East River, qui apparaît ici en couleur, lie le quartier de Manhattan au centre et celui de Brooklyn à l'est. Comme sur l'Hudson, le trafic maritime et fluvial y est très dense. Le nouveau pont de Brooklyn, très moderne, est long de 1800 mètres. Il est achevé en 1883. Il marque l'entrée de la ville dans son ère moderne et contemporaine. L'extension urbaine de Manhattan est déjà considérable. New York devient, à la fin du XIXe siècle, presque aussi peuplé que Londres. On aperçoit au fond ici Central Park, qui a ouvert en 1873. S'il n'y a pas de gratte-ciel, on aperçoit néanmoins la forme urbaine caractéristique de New York, avec ses grandes avenues nord-sud et ses blocs d'habitation, de beaucoup de tenements pour loger les émigrants. Deuxième lieu, le canal de Suez, qui a été percé en 1869. Il relie désormais la mer Méditerranée au nord à la mer Rouge au sud.
Il est percé dans l'isthme de Suez, étroite bande de terre située en Égypte qui relie Afrique et Asie. Nelly Bly profite de la traversée pour décrire ce canal. Alors les photographies ici sont signées, sont de l'auteur Hippolyte Arnoux, un photographe français. Elles représentent le canal peu après son percement. Depuis, des travaux titanesques ont permis son élargissement à mesure de celui des navires et du commerce maritime. Nelly Bly écrit « Le lendemain matin, je me levai plus tôt qu'à l'accoutumée, car je ne voulais pour rien au monde manquer le célèbre canal de Suez. Je gagnai rapidement le pont, nous voguions au milieu de hautes herbes sablonneuses sur ce qui ressemblait à une immense cuvette. Nous avancions au ralenti sous une chaleur accablante. J'appris qu'il était interdit par la loi de naviguer sur le canal à une vitesse excédant 5 nœuds à l'heure, parce qu'un passage rapide provoquerait un courant qui éroderait les rives. Un gentleman qui avait voyagé la plus grande partie de sa vie nous aida à passer les heures ennuyeuses et suffocantes de notre traversée en nous retraçant l'histoire du canal. Commencés en 1859, les travaux ont pris 10 ans. On estime qu'ils ont coûté 18 millions de livres. Même si les pauvres Noirs employés comme main-d'œuvre ont travaillé pour presque rien. Les vies de 100 000 ouvriers ont été sacrifiées pour la construction du canal, qui mesure seulement 160 km, 140 à vol d'oiseau. Il faut compter entre 20 et 24 heures pour rejoindre la mer Rouge. Au tomber de la nuit, on alluma une ampoule à la proue du bateau, grâce à laquelle il peut continuer à voguer. Avant l'apparition des lumières électriques, les navires n'avaient d'autre choix que de rester amarrés jusqu'au petit matin, pour ne pas risquer de foncer sur les berges. Nelly Bly donne ici une description assez vivante de sa traversée du canal de Suez. Elle oublie tout de même de dire deux choses, c'est que ce canal permet de faciliter la navigation entre l'Europe et l'Asie. Il faut seulement 14 jours entre Londres et le canal de Suez, et 14 jours également à la sortie du canal de Suez pour rejoindre Bombay en Inde. Auparavant, il fallait 45 jours pour faire le même trajet en contournant toute l'Afrique. Deuxième chose, Nelly Bly oublie de dire que ce canal a été construit et financé par les Français essentiellement, à travers l'œuvre de Ferdinand de Lesseps. Passons maintenant au troisième lieu, Hong Kong, la ville chinoise, qui est devenue une colonie britannique depuis 1842. Elle est avantageusement située au sortir de la rivière des Perles, une région extrêmement peuplée au sud de la Chine. De l'Égypte à la Chine, en passant par l'Inde, le trajet de Nelly Bly emprunte ainsi les routes de l'expansion coloniale britannique en Asie. Alors Nelly Bly donne ici un récit aussi de son arrivée. Nous découvrîmes Hong Kong au petit matin, du flanc d'une montagne. Des maisons d'un blanc éclatant pareilles à des châteaux semblaient nous souhaiter la bienvenue. Un coup de canon annonça notre entrée au port, car, nous expliqua le capitaine, telle était la coutume pour les navires qui transportaient le courrier britannique. La baie, étincelante comme un miroir sous les rayons du soleil, était mouchetée de petites embarcations de tout genre et de tout pays. Cuirassés, torpilleurs, bateaux à vapeur, lorchas, jonques et sampans. Pour ma part, je ne souhaitais qu'une chose, me rendre aussi rapidement que possible au bureau de la compagnie Occidental and Oriental Steamship, afin de savoir quand je pourrais partir pour le Japon et ainsi continuer mon tour du monde. Arrivé au bureau de la compagnie maritime, Nelly Bly apprend une bien mauvaise nouvelle. L'employé lui dit « Eh bien, vous ne saviez pas ? Le jour de votre départ de New York, une autre femme est partie de son côté pour vous battre, et les choses s'annoncent plutôt bien. Elle a quitté Hong Kong il y a 3 jours. Vous l'avez sûrement croisée vers le détroit de Malacca. Elle dispose de passe-droits qui lui permettent de faire partir n'importe quel bateau selon son bon plaisir. Son rédacteur en chef a versé 1000 ou 2000 $ à la compagnie O&O pour qu'elle autorise l'Océanique à quitter San Francisco 2 jours avant la date prévue. Je suis étonné de vous apprendre cette histoire. Elle agissait comme si vous étiez au courant de la compétition. Nelly Bly rétorque, s'il y avait compétition, mon rédacteur en chef m'aurait prévenu, déclara-t-elle. Avez-vous reçu des câbles pour moi de New York ? L'autre femme évoquée dans le témoignage s'appelle Elizabeth Bisland. Elle est envoyée par le journal Cosmopolitan dès l'annonce du départ de Bly pour la concurrencer en prenant le chemin inverse, c'est-à-dire vers l'ouest. Elle ne battra pas Nelly Bly au final, effectuant son tour du monde en 76 jours et demi. C'est un fait que Nelly Bly ne l'apprend qu'à Hong Kong, alors qu'elle est en communication régulière avec son journal, à qui elle transmet ses articles pour publication. Cette relation est permise par un autre grand progrès technologique évoqué par Nelly Bly, le câble. Ce sont en fait des télégraphes, messages codés en morse, électriques, passant par des câbles sous-marins qui commencent à recouvrir le fond des mers et des océans.
Le premier câble transocéanique est posé en 1866 entre l'Angleterre et les États-Unis, via l'Irlande et Terre-Neuve, 15 ans après la première ligne transmanche entre la France et l'Angleterre. Quand Nelly Bly arrive à Hong Kong, seul l'océan Pacifique n'est pas encore câblé. Désormais, sur cette carte monde, nous allons voir quel est l'état des transports dans le monde. Repositionnons d'abord le tour du monde de Nelly Bly ici en orange. Le trajet de Nelly Bly emprunte la voie la plus rentable en distance-coût. Elle profite de la modernisation des transports, autorisée par les progrès techniques, le bateau et le train à vapeur, et par l'aménagement des voies permettant leur usage. Ce développement est à la fois soutenu par des entreprises capitalistiques et par le contrôle et le soutien des États les plus puissants. Les États-Unis, bien sûr, mais les États européens comme la France et le Royaume-Uni, qui renforcent ainsi leur domination coloniale et commerciale sur la planète. Cette route de la mondialisation est encore celle qui concentre les flux de marchandises les plus importants aujourd'hui, transportés dans des porte-conteneurs géants. Il manque juste le maillon, ici, du canal de Panama, qui sera achevé en 1914. Cette route est marquée par des aménagements et des espaces stratégiques qui ont rendu possible l'aventure de Nelly Bly. Alors on va zoomer dessus pour s'en rendre bien compte. Le premier, c'est le chemin de fer états-unien, qui est créé en 1869, la même année que l'ouverture du canal de Suez. Les deux sont empruntés par Nelly Bly. Le premier câble transatlantique, ici, est posé 3 ans avant, en 1866. Enfin, vous observez que Nelly Bly emprunte aussi les détroits stratégiques, comme le détroit de Malacca, ici, où passe par Hong Kong, aujourd'hui très fréquenté, toujours par les porte-conteneurs dans le monde actuel. Le tour du monde de Nelly Bly est un grand succès au final. Le journal tire ses bénéfices de la vente exceptionnelle des numéros qui suivent comme un feuilleton le trajet de la journaliste. Le câble permet de fournir des nouvelles quotidiennes. Des paris, comme imaginés par Jules Verne pour Phileas Fogg, sont organisés. Nelly Bly est assaillie depuis la Californie par le public amassé dans les gares et par les journalistes venus l'interviewer. À son retour, un jeu de loi est édité, suscitant sans doute de nouvelles recettes, et Nelly Bly publie ses aventures, lui assurant une rente confortable pour plusieurs années. L'entreprise est un succès, comme l'illustre son retour triomphal à Jersey City, ici illustré par ce journal. À l'occasion, 10 coups de canon sont donnés dans la baie de New York. Nous pouvons conclure en complétant la biographie de Nelly Bly par une sélection d'événements qui ont rendu possible l'épopée de Nelly. Parmi lesquels, celle du héros malheureux George Francis Train, qui aurait, dès 1870, inspiré Jules Verne. George Francis Train réalise 2 autres tours du monde, dont le dernier immédiatement après l'exploit de Nelly Bly en 1890, et il le fait en seulement 67 jours. Néanmoins, la postérité n'a pas retenu cette figure, sans doute trop excentrique. Train a postulé à la présidence américaine comme candidat indépendant en 1872, puis il a milité pour devenir dictateur du dit pays. Il passe un temps en asile avant de finir sa vie misérablement dans un parc new-yorkais, n'accordant la parole qu'aux enfants et aux animaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Égoutter l'Histoire et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.